Alors, nous allons reprendre nos travaux. Guy Jiménez donc, sera toujours discutant et nous recevons maintenant donc, Madame Graziella Bar-de-Jones qui vient de Buenos Aires, qui est pédopsychiatre, psychanalyste et qui est fondatrice du réseau international Babel Psy. Voilà, elle va nous parler de ce dispositif original et novateur qu'est la thérapie multifamiliale. Je n'en dis pas plus, je lui laisse le soin de présenter ce travail. Graziella, à vous. Merci. Bon, avant tout, je veux vous remercier de m'avoir invité. Je me sens très honorée de faire une conférence dans ce si intéressant colloque et avec des personnes comme vous que j'apprécie beaucoup. Avec certains d'entre vous et avec cette université, Lyon 2, nous avons tissé, il y a déjà longtemps, des liens professionnels et amicaux qui ont beaucoup de valeur pour moi. Depuis que mon mari, le docteur Alberto Jones, m'a fait connaître à Buenos Aires, il y a plus de 12 ans, la psychanalyse multifamiliale, j'ai tout de suite rêvé de l'introduire en France. Cette méthode apporte de l'espoir, de l'enthousiasme et du bien-être pour l'exercice professionnel et pour la vie des psys, comme elle l'a fait pour nous, pour les patients et pour leurs familles, et enfin, socialement, pour le bien-être des personnes qui choisissent de participer à ces réunions. Je suis donc vraiment heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager tout ceci avec vous. Cette introduction pour vous dire que j'orienterai mon exposé dans un sens spécifique, celui de vous transmettre les éléments qui vous permettraient de mettre en place ce genre de réunion. Cette méthode, aux résultats surprenants, est complémentaire aux autres thérapies et parfois même elle les rend possibles en multipliant leurs effets thérapeutiques. J'ai eu par exemple l'occasion de recevoir en consultation une dame expatriée, cadre d'une entreprise multinationale, qui voyageait tout le temps pour son entreprise, célibataire, tout à fait seule à Buenos Aires. Elle avait eu plusieurs hospitalisations longues en France à cause de son alcoolisme et de tentatives suicidaires. Elle me téléphonait le samedi, le dimanche, à n'importe quel moment. Je lui recommandais, outre les séances de psychanalyse individuelle avec moi, de participer aux réunions multifamiliales à l'Association psychanalytique argentine, dont la coordination centrale était assurée à ce moment-là par le professeur Dr García Badraco, ce qu'elle fit. Pendant 3 ans, son assiduité à ces réunions, qu'elle apprécia beaucoup, heureusement, rendit possible la cure en permettant, entre autres, le respect du cadre. Cela aurait été insoutenable autrement. Elle fit une évolution surprenante. Je n'aurais jamais espéré un parcours pareil avec les crises que nous avons eues à dépasser. Elle connut un Argentin, l'épousa, eut un enfant, revint s'installer en France avec eux, très près de sa famille d'origine, pour y rester. Pratiquement plus d'alcoolisme, plus du tout de tentatives suicidaires. Et bien sûr, plus d'hospitalisation. Elle continua son traitement psychanalytique avec moi par téléphone pendant plusieurs années. Dans ce cas, ce modèle de prise en charge évita l'hospitalisation. On dit que les multifamiliales évitent pour les patients graves qui y vont ce qu'on appelle en psychiatrie, en espagnol, la puerta giratoria. Je ne sais pas si vous voyez ces portes d'entrée, parfois aux hôtels, les portes tournantes. C'est une expression pour désigner ce qui arrive aux patients graves qui sont hospitalisés, ils s'améliorent, sortent et retombent, et ainsi de suite pendant toute leur vie. Quand les patients participent de ces réunions, les hospitalisations arrivent parfois à disparaître de leur vie. Dans le cadre de Babel Psy, je fais partie de 3 équipes différentes de coordination, le lundi, le mercredi et le jeudi. Les lundis soirs, la multifamiliale que j'ai créée moi-même en 2008, en français et en espagnol,
pour mettre en travail la vie quotidienne de la communauté française à Buenos Aires. Désormais, nous accueillons aussi d'autres communautés et nous l'appelons la MIC, multi-interculturelle. Les échanges se font parfois en plusieurs langues. Chaque mercredi soir, la multifamiliale que le Dr Alberto Jones a créée en 2006 dans le cadre de Babel Psy Hospital Mendes, qui est actuellement l'une des multifamiliales les plus importantes de Buenos Aires. Certains d'entre vous ont pu y participer. C'est lui qui en assure très principalement la coordination. Ces réunions sont à peu près de 80 personnes chaque fois. L'hôpital Mendes est un hôpital polyvalent qui assure la santé des employés dépendants de la ville de Buenos Aires. Cette multifamiliale est ouverte à la communauté pour tous ceux qui souhaitent y venir gratuitement. Finalement, le jeudi, une autre multi que j'ai aussi créée moi-même en 2012 par Internet, par un système de vidéoconférence acquis par Babel Psy en français et espagnol entre l'Argentine et la France. Comme je vous le disais dans l'abstract, cette méthode, d'après son créateur, le professeur Dr Jorge García Badraco, est née d'une intuition. Vers 1960, il revenait de France, où il avait fait sa formation en psychanalyse et devint à Buenos Aires le chef d'un service à l'hôpital Borda, avec 35 à 40 patients psychiatriques hospitalisés, considérés chroniques, isolés de leur famille et du monde et sans personnel soignant suffisant. Il mit en place des réunions tous les jours, tout le monde en même temps, patients, familles, infirmiers, thérapeutes. Il cherchait une façon pratique de faire face à différents besoins. Jamais rien de semblable n'avait existé dans cet hôpital. Cela a pris du temps, quand même, pour qu'il n'y ait pas que lui dans la salle. Il prit comme source d'inspiration les communautés thérapeutiques Maxwell Jones. Il utilisa toute son expérience en analyse individuelle, traitement de groupe et de famille, et ses connaissances sur le systémique pour l'exercice de la coordination. Il conserva toujours ses racines psychanalytiques. Il étudiait énormément, son génie et sa connexion avec les patients graves étaient uniques. Moi, j'ai été étonnée quand je le voyais travailler de sa tendresse envers les patients difficiles, alors que ce n'est pas le trait, je pense, qui aurait pu définir sa personnalité. Il est décédé en 2010 à l'âge de 87 ans. Il considéra à ses réunions à l'hôpital la naissance de la communauté thérapeutique psychanalytique à structure multifamiliale. Il développa ensuite une communauté thérapeutique psychanalytique à structure multifamiliale privée. Puis il comprit finalement que ces groupes multifamiliaux pouvaient aussi se réaliser en dehors des communautés thérapeutiques. C'est là qu'il commença à les appeler groupes de psychanalyse multifamiliale pour transmettre leurs spécificités et en tenant compte des résultats recueillis pendant plus de 30 ans. À l'hôpital, tous les jours à la même heure, il allait s'asseoir pour faire ses réunions en commun dans un salon auquel il avait rendu son caractère original de salon voué à la vie sociale des patients, en défaisant sa fonction de dortoir général. Il rendit aux patients la dignité d'avoir leur chambre à coucher, qui était jusqu'alors utilisée par les psychiatres comme cabinet psychiatrique. Cela parlait, du coup, bien sûr, du regard porté sur leurs patients par certains psychiatres, eu égard de la peur de la folie que l'on retrouve encore dans de nombreux services psychiatriques. Le regard porté, la mirada, sur les patients, en lien avec son important concept, celui de la virtualité saine, seront le centre de plusieurs travaux de García Badraco. Ils ont une influence déterminante sur l'évolution, le pronostic et voire la possibilité de guérison, parfois, des patients graves. J'y reviendrai.
J'introduis là aussi les éléments qui vous permettront de mieux connaître le cadre, en espagnol encuadre, de ces réunions soutenues encore aujourd'hui. Avec le temps, García Baraco dira que le nombre idéal de participants est celui de 70 personnes. Les multis, nom par lequel nous appelons ces réunions, celles qui existent actuellement sont variables par rapport à la quantité de participants. Les groupes sont des groupes hétérogènes. La fréquence dans ces groupes, en dehors des communautés thérapeutiques, est généralement hebdomadaire. Certaines interrompent leur activité pendant les vacances d'été, d'autres n'interrompent jamais. Et la coordination est assurée par les membres de l'équipe stable qui ne partent pas en vacances en même temps. L'heure et l'endroit doivent être soutenus de façon très stable par l'équipe responsable d'assurer la coordination. La coordination a besoin d'une équipe. Ce n'est pas possible pour une seule personne. L'équipe peut être interdisciplinaire. Il y a en général un membre de l'équipe qui exerce la coordination de façon plus nette et centrale, bien qu'elle soit partagée. La durée des réunions essaye aussi d'être fixe, bien que ce n'est pas trop facile à soutenir d'une façon stricte. Il y en a qui durent 1h30 et d'autres 2 heures. Après chaque multi, nous faisons une réunion d'élaboration. Dans les différentes multifamiliales assurées par Babel Psy, tout participant qui le souhaite peut y rester pour réfléchir en commun à ce qui s'est passé pendant la multi. Dans d'autres multifamiliales à Buenos Aires, la présence à la réunion d'élaboration est réservée aux professionnels. Il y a des psys qui ne sont pas du tout d'accord sur le fait de faire rester les participants non psy à la réunion d'élaboration. À Babel Psy, nous avons pris une phrase de García Baraco qui nous parle. Il disait « Comment puis-je prétendre que les patients nous fassent confiance si pour parler d'eux, nous les faisons sortir ?» Ces réunions sont spécialement intéressantes. Elles permettent de montrer l'hypercomplexité de toutes les situations humaines et d'observer comment chaque réunion multifamiliale est un véritable laboratoire social. Chacun aura ses propres vécus et fera sa propre expérience dans une expérience commune à tous. Elles permettent aux patients d'écouter plusieurs psys discuter entre eux et nous voir être d'accord ou pas. Et cette réunion permet aussi de ne pas partir chez soi trop chargé par les effets de la réunion. On essaye de mettre en fonctionnement la notion d'esprit élargi, c'est-à-dire de comprendre que chaque point de vue n'est qu'une petite partie du tout et apprendre à écouter attentivement, même si on n'est pas d'accord, et à ne pas chercher à avoir raison. C'est le même modèle de conversation que nous proposons pour les couples, pour les familles, pendant la multi, pour le travail en équipe, dans la vie. C'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Bien qu'on souligne aux participants les bienfaits de l'assiduité, le cadre ouvert proposé permet toute liberté de présence et de prise de parole. Il est possible de venir accompagné d'une personne de son choix. Ceci détermine, dans les groupes nombreux, qu'il y ait souvent des personnes anonymes ou que l'on ne connaissait pas jusque-là. Le champ de travail ne se trouve pas altéré par la présence de ces derniers. Cela permet de recevoir des stagiaires, des étudiants ou des professionnels qui se mêlent naturellement au groupe sans que cela nuise au champ de travail. Aussi, si vous le souhaitiez, vous pourriez participer à nos réunions. Il suffirait de comprendre l'espagnol pour le groupe du Mendez. Pour les autres, le français, l'anglais ou l'espagnol sont possibles. Beaucoup de psychanalystes ont cherché à soigner la pathologie mentale sévère avec la cure psychanalytique. García Baraco étudia tous les éléments qui, à son avis, la faisaient échouer. Il dira
En comprenant que la séance thérapeutique était vécue comme une soumission et une imposition, je pris un tournant à 180 degrés et j'essayais de créer une relation plus libre et plus spontanée. À mon avis, nous sommes, maintenant, à Babel Psy, en train de parcourir une sorte de chemin inverse à celui des débuts de la psychanalyse, préoccupés aussi, comme nous le sommes, par les difficultés sociales. On partait du modèle de la cure, créé pour la névrose et les troubles de la sexualité, pour essayer de guérir les pathologies mentales sévères, psychose, état limite, addiction. García Baraco a remis en question cette forme de prise en charge pour ces pathologies mentales et modifié de nombreux éléments qui la caractérisent en les transformant même en leur contraire. Déjà, il a mis en place un dispositif multitudinaire. Il considérait que les patients graves n'étaient pas en condition d'obtenir l'insight à partir de l'interprétation psychanalytique pour faire conscient l'inconscient. Ils avaient besoin d'abord de développer ce qu'il appelait des ressources moïques, qui seules pouvaient être acquises en développant aussi ce qu'il appelait le véritable soi-même. Pour que cela devienne possible, il faut compter sur une série de possibilités favorisées par cette méthode. Le véritable soi-même, l'authenticité sont des notions d'une immense richesse pour Jorge García Baraco, ainsi que les identifications pathogènes responsables des rôles que l'on joue dans notre vie, sans savoir que nous sommes habités par ce qu'il appellera des présences avec qui nous maintenons des interdépendances inconscientes, réciproques, qui peuvent être pathogènes et nous transforment en personnages. Cette notion de personnage avait déjà été travaillée par d'autres auteurs, il va lui donner une place centrale. García Baraco conçoit un appareil psychique en trame dès la naissance. Si la symbiose des débuts est normale et satisfaisante, cela permet au véritable soi-même d'évoluer et de se développer. Sinon, toutes les variables de la maladie mentale peuvent se présenter, formées par des présences à l'intérieur de chacun avec qui nous maintenons des interdépendances inconscientes en activité continue. Ces présences peuvent être pathogènes en faisant constamment revivre des vécus traumatiques. La seule façon de s'en sortir est de pouvoir les remplacer par des interdépendances normogènes proposées par les équipes soignantes et les groupes multifamiliaux et acceptées par certains patients après de nombreuses et très difficiles mises à l'épreuve. Dans cette façon de penser, la maladie mentale n'est jamais conçue comme la maladie d'un seul, mais toujours comme la maladie d'une trame. De là surgit l'importance de la présence concrète de la famille du patient dans les espaces thérapeutiques et avec d'autres familles. Il a été constaté que la possibilité pour une famille d'en voir d'autres produit un effet thérapeutique enrichissant du travail réalisé dans la thérapie d'une seule famille. Voilà des raisons pour la création de la structure de soins multifamiliale. À Babel Psy, ceux qui suivons cette façon de penser, prenons cette méthode créée pour les pathologies mentales sévères comme point de départ pour mettre en travail tout simplement la vie quotidienne, sans tenir compte des étiquettes diagnostiques, bien qu'elles ne nous échappent pas. Je reprends alors la notion de virtualité saine et du regard porté, la mirada. Le regard porté sur une personne malade, le voyant pour toujours comme un malade, rend très difficile à cette personne de ne plus l'être. Ce regard se retrouve dans les familles par rapport aux membres visiblement malades, mais se retrouve aussi chez les psychiatres traitants, ceux qui chronifient la maladie et marquent sombrement le futur de cette personne. Nous portons notre regard sur la virtualité saine de chacun. Alors qu'on peut se retrouver passionné par des recherches concernant les symptômes pour arriver à un diagnostic précis, nous cherchons la santé potentielle présente dans chacun.
Cela nous permet plus facilement de nous identifier et de retrouver de l'empathie. Comme je le disais, cette méthode ne remplace pas le besoin éventuel d'une cure, de médicaments, de thérapie de couple ou familiale, etc. Nous avons tous des aspects scindés dans notre fonctionnement psychique. Ils sont mis en mouvement lorsque l'on participe dans un contexte groupal. Ça, vous le savez bien mieux que moi. Des côtés de notre histoire que nous n'inclurions pas dans une cure sans faire exprès, mais que l'on ne peut pas éviter de mettre en travail dans un contexte groupal à partir des associations des autres. Garcia Barraco essaya d'enlever ce qui pouvait provoquer un effet surmoïque, sans renoncer à notre cadre psychanalytique, aussi bien dans les multifamiliales que dans nos cabinets, loin de nous transmettre des règles à suivre ou une technique sur ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Nous nous permettons la spontanéité, la créativité et nous cherchons, nous aussi, notre véritable soi-même en étant très attentifs à nos vécus. Profiter librement de toutes nos connaissances théoriques. Pendant la multifamiliale, faire appel à des role-playing et même avoir recours aux accolades quand la situation s'y prête. El abrazo est quelque chose de très argentin, très chaleureux, très réconfortant. Il insistera sur l'importance de l'abrazo, physique parfois ou émotionnel. Surtout en parlant de son idée centrale, que la solitude est la mère de toutes les maladies mentales. Cette solitude, il l'appelle la solitariété. Il s'agit d'un état dans lequel le fait d'être pris dans les liens narcissiques de notre trame familiale d'origine nous a empêchés d'être vus tels que nous sommes, et acceptés et aimés bien sûr, et respectés. On ne pouvait pas compter les uns sur les autres. Elle nous a empêchés de développer le véritable nous-mêmes, nous a mis en situation de jouer des rôles et des personnages, et fait des identifications pathogènes, de nous retrouver dans la compulsivité de faire aux autres souffrir comme on nous l'a fait sans pouvoir l'éviter, et d'être prisonniers dans ces interdépendances inconscientes en activité dans chacun. Le respect est considéré dans le sens d'être vu, connu, accepté tel que nous sommes. Il dira que l'histoire de chacun est celle de ses vécus, las vivencias, à l'intérieur des liens dans la trame familiale d'origine. L'importance très centrale donnée au vécu et la compréhension de la maladie mentale comme effet d'interdépendance réciproque dans la trame familiale, pathogène, en activité, au dehors et ou au dedans de nous, définit la spécificité de ces groupes multifamiliaux. Les vécus intègrent dans leur complexité ce qui, de nos expériences actuelles, nous renvoie à nos souvenirs personnels, même si ceux-là ne deviennent pas conscients. Nous n'arrivons pas toujours à les penser ou à les comprendre, mais il ne s'agit pas de quelque chose d'intellectuel et il est très important de les respecter. Nous pensons qu'il est très important d'avoir ou pouvoir les partager en étant accompagnés et en accompagnant, même si on ne les comprend pas. J'ai le temps encore ? Ils éveillent quelque chose de différent à la connaissance. C'est la sagesse. Ils font surgir ou renforcer les liens et la solidarité entre ceux qui les partagent. Dans ces milieux où on cherche à établir le respect, le non-jugement et à développer la capacité de s'écouter, même si l'on n'est pas d'accord, et en éviter de chercher à avoir raison. Jorge Garcia Barraco souhaitait que les psys favorisent la désidéalisation. Et il nous conseillait donc de ne pas rester en dehors de la multifamiliale en partageant nous aussi nos vécus personnels, éveillés par les voix des autres participants. Ceci varie selon la personnalité de chaque psy. Il y en a qui partagent beaucoup leur vécu, il y en a qui en partagent de temps en temps quand ils voient que cela peut être important pour le déroulement de la multifamiliale. Il y en a d'autres qui ont horreur de ça et qui ne le feraient jamais, puisqu'en psychanalyse, il est interdit que les psys nous parlions de nous-mêmes.
Il est courant d'entendre dire à nos stagiaires « J'ai eu du mal à savoir qui était psy et qui ne l'était pas ». René Caès, dans son livre « L'extension de la psychanalyse », souligne la différence entre le savoir de l'inconscient et le savoir sur l'inconscient. Le savoir de l'inconscient, dira-t-il, est invariablement fondé sur l'expérience que seule l'expérience de la cure psychanalytique peut constituer. Je dis aussi qu'il est très difficile de parler sur la psychanalyse multifamiliale. En faire l'expérience permet de saisir la force d'un groupe aussi nombreux, formé de personnes que parfois on ne connaît même pas, en train d'écouter avec respect et sans jugement quelqu'un qui parle de ce qu'il a de plus intime, de son histoire, de ses vécus. Les personnes qui souhaitent prendre la parole lèvent la main et le coordinateur leur donnera la parole quand il le considérera convenable. Chacun suit son propre fil conducteur. Les réunions d'élaboration permettent de découvrir la multiplicité de fils conducteurs dans chaque réunion, autant qu'il y a de personnes, presque. Quand on donne la parole, on demande à la personne de parler des résonances en elle de ce qui a été dit par les autres, et non pas de parler des autres. Le climat dans ces groupes éveille une confiabilité presque instantanée. La phrase de García Baraco qu'il nous recommandait à tous les participants, « exigence zéro », produit une sensation de liberté et un changement surprenant dans notre façon de travailler et aussi chez les patients. Avec cette nouvelle façon de penser, on va de surprise en surprise. L'interprétation de l'inconscient ne sera plus le mode d'intervention des psys qui assure la coordination. Issue de la formation en psychanalyse individuelle classique, l'interprétation me manquait fortement au début. Mais maintenant, elle me provoque un certain effet de violence quand elle apparaît formulée par un membre de l'équipe. Nous ne faisons pas non plus d'interprétation dirigée à l'inconscient groupal. On cherchera plutôt que les processus thérapeutiques se produisent par eux-mêmes, à partir des 1000 voix qui s'élèvent dans ces réunions, avec les résonances qu'elles déclenchent dans chacun, en partageant les vécus qui permettront aux autres de s'identifier ou de se différencier et où chacun fera ses propres découvertes. La fonction du coordinateur sera, entre autres, celle de chercher les universels dans les interventions qui permettront aux personnes présentes de s'y retrouver et ainsi de dédramatiser. Le groupe de psychanalyse multifamiliale est précisément un vaste groupe, finalement pas forcément multifamilial, pouvant rassembler jusqu'à 100 personnes. En faisant l'expérience, on comprend que ce cadre de travail contient des facteurs soignants que nous ne pouvons rencontrer en nulle autre circonstance et qui constituent de puissantes ressources pour produire le changement psychique de chacun et des liens dans n'importe quel contexte. Je vous remercie de votre attention. J'ai fait un très gros effort de synthèse. Merci beaucoup, Graziella, pour votre présentation. Et je crois que vous illustrez au mieux ce que disait Georges Gaillard ce matin et qu'a repris dans son analyse clinique Jean-Pierre Pinel, combien les groupes thérapeutiques sont indispensables, sont absolument nécessaires pour réintroduire du lien entre l'individu et le corps social. Mais ici, votre dispositif est tout à fait singulier puisqu'il s'agit du groupe large. Et alors, moi, ce qui m'a paru tout à fait intéressant et original, c'est l'utilisation de deux paramètres importants. C'est ce que vous avez appelé le décentrement du regard, qui me paraît un point très important. Comment on va pouvoir transformer le point de vue par justement la prise de conscience en grand groupe de cette situation. Et le deuxième point, c'est aussi la pratique du contact physique, de l'embrassade, qui va marquer des émotions particulières et pouvoir créer finalement une forme d'échange qui se jouera sur le mode émotionnel. En tout cas, vraiment merci pour cette présentation. Et je passe tout de suite la parole au professeur Jiménez qui va nous discuter et ouvrir la discussion avec la salle. Merci.
HIMH. Pardon. Mais... Merci beaucoup, Graziella, pour cette très belle présentation avec le souci de transmission d'un dispositif différent du dispositif dans lequel nous travaillons habituellement, en tout cas en France et dans un certain nombre d'autres pays. J'avais juste quelques remarques et questions. Babel Psy, Hôpital Mendes, c'est fait exprès, Babel Psy, c'est en rapport avec la babélisation et tout ça, ou c'est son nom ? Babel Psy est une organisation internationale que nous avons, et ce que nous faisons à l'hôpital Mendes, c'est dans le cadre de l'association entre Babel Psy et l'hôpital Mendes. D'accord, parce que je trouvais justement que ce n'était pas du tout Babel, qu'il y avait un dispositif qui permettait justement que des liens se fassent et qu'on comprenne les langues des autres. Donc quelques remarques. Premièrement, sur la virtualité saine. Et donc, je trouve qu'il est... je ne souhaite pas discuter sur la question de la structure ou de la partie psychotique de la personnalité, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le minimum nécessaire que le clinicien pense pour pouvoir entrer en contact avec un patient, avec l'autre, avec plus d'un autre dans un groupe. Et le fait que pour pouvoir se mettre en lien et contenir, accompagner un groupe, il faut que les autres et l'autre ne soient pas vécus trop radicalement comme un étranger. Peut-être qu'il est nécessaire de faire cette hypothèse fondamentale qu'il y a une non-discontinuité totale avec l'autre. Alors sur les réunions d'élaboration, je trouve très important la remarque du collègue qui dit qu'il est très important que les patients puissent venir. Et je pense qu'on pourrait réfléchir à ce type de réunion avec la question de position méta et la transmission du processus de mise en place de la position méta, c'est-à-dire la réflexion sur ce qu'on est en train de faire en groupe, avec certainement, je ne sais pas exactement comment fonctionne le groupe des thérapeutes, mais comment, et ça serait très intéressant de faire une recherche sur, en observant très finement comment le groupe de thérapeutes interagit et discute et pense en groupe, et comment ensuite ce qui a été élaboré est transmis par identification, par différents mécanismes aux membres du groupe. Donc ça me semble extrêmement important, cette transmission de position méta, on n'en discute pas assez, mais je trouve vraiment que c'est quelque chose de très très important. Alors, comment les cliniciens, donc ça amène à la question suivante, comment est-ce que les cliniciens régulent entre eux et dans leur groupe ce qui se passe dans le lien entre eux en écho à la problématique du groupe? Ça serait une question que j'aurais bien aimé qu'on discute. Alors, la question des ressources que tu appelles les ressources MOIC est très intéressant parce que c'est beaucoup développé dans les thérapies humanistes l'idée qu'avant d'entreprendre un travail approfondi, il est très important de repérer les ressources du patient, de les mettre en avant et donner des outils pour développer ça. Et donc là, c'est pas exactement comme ça que vous procédez, mais vous prenez en compte de manière importante, en tout cas dans vos hypothèses de travail, le fait qu'il y a des ressources dans l'espace intrapsychique des patients. Ou alors bien sûr que la notion de votre conception de la maladie comme portée, comme une personne portant les problématiques des autres nous fait penser d'une part en systémique avec le patient désigné et la notion de fonction phorique qui ne recouvre pas la même réalité décrite par René Caès. Ça me semble très très important de revenir là-dessus. Alors, un dernier point sur le fait de fonctionner en très grands groupes. Donc ça me semble très intéressant de développer des groupes, donc les petits groupes, les groupes larges qui fonctionnent quand même très très différemment. Il y en a moins d'observations cliniques des groupes médians, et puis les groupes larges. Donc il y aurait une dynamique à décrire très très précisément, avec quelque chose qu'on pourrait penser comme une coopérative psychique, c'est-à-dire qu'en effet, les familles qui ont des problématiques peuvent pourtant, en présence d'autres familles, mettre en coopérative, prêter des fonctions psychiques qui ne sont pas disponibles pour eux, mais qui sont disponibles pour autrui. Ça me semble extrêmement intéressant. Voilà. Et juste une dernière question, mais tu réponds juste aux points qui sont importants. Quelles règles sont énoncées au début de la séance? Merci beaucoup pour ta belle intervention. Nous ne redisons pas toujours les règles au début de la séance, mais de temps en temps, on se rappelle que ça serait intéressant de les rappeler. Et alors, on explique que pour demander la parole, il faut lever la main, qu'il ne faut pas se
superposés sur les autres quand ils parlent et qu'en général, on essaye d'éviter les dialogues. Alors, quand le coordinateur donne la parole, ce qu'on demande à chacun, c'est qu'il développe tout ce qu'il veut dire. Et une fois qu'il a fini, soit le coordinateur fait une intervention, soit il donne la parole à quelqu'un d'autre. Alors, des fois, nous avons des réunions qui semblent un véritable orchestre, dans le sens qu'on voit vraiment comment il y a une interconnexion ou une interaction entre les différentes participations. D'autres fois, il y a des interventions qui sont peut-être plus narcissiques, où chacun parle de soi-même, mais en fait, chacun parle de soi-même. C'est comme ça que sont organisées les réunions. Et parfois, on fait même passer à l'avant les personnes ou les couples ou les familles qui peuvent être... Parce que nous considérons que ça parle d'un progrès dans le traitement quand les personnes peuvent amener soit leur femme ou leur mari ou leurs enfants, parce que nous donnons beaucoup d'importance à la présence concrète. Je ne sais pas si ça s'est compris. Nous pensons que ça donne une richesse au travail qui n'est pas le même si les personnes ne sont pas là. Il y a des personnes qui disent « je ne veux pas venir avec d'autres membres de ma famille parce que ça c'est mon espace » et ils ne veulent pas le partager. Et il y en a d'autres qui viennent, par exemple, après avoir parlé assez longtemps des problèmes qu'ils ont avec leur fils ou leur fille, tout d'un coup, le fils ou la fille viennent et l'accompagnent. Nous voyons une importante amélioration des liens familiaux, une très importante amélioration. C'est vraiment surprenant. Oui, vous dites que l'ensemble fonctionne un peu comme un orchestre, mais je trouve qu'il faut beaucoup de virtuosité pour le chef d'orchestre pour manier un groupe à 70 ou à 100 personnes. Et je crois que ce qui m'a paru, moi, tout à fait intéressant aussi dans votre démarche, c'est la manière dont les points de vue familiaux peuvent se croiser et s'interchanger pendant les séances. Et ça, je crois que c'est effectivement, je pense, ça peut avoir... nous permet de comprendre un peu ces processus évolutifs pour les patients et ces changements, parce que l'effet du grand groupe va, je crois, avoir un choc émotionnel ou véritablement un effet de transformation très positif sur le plan, non pas intellectuel, je dirais, mais plutôt sur les éléments émotionnels. Enfin, je ne sais pas si je comprends bien la procédure que vous utilisez, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que vraiment c'est peut-être ça une dimension particulière, spécifique de ces groupes-là. Absolument. Nous essayons d'éviter, dans la mesure du possible, tout ce qui est intellectuel. Et nous essayons de centrer le regard dans ce que nous appelons les vécus. Parce que c'est ce qui éveille le plus de résonance et de vécu chez les autres. Et c'est ce que nous pensons que... Enfin, c'est le moteur des transformations et des changements. En général, les psys ont peur de coordonner, disons, des groupes aussi grands. Ils ont peur des situations de violence qui peuvent se présenter, et c'est à l'envers. Ce qu'on a découvert et ce qu'on a constaté avec tellement d'années de travail, c'est que justement la violence est très contenue dans ce genre de groupe. C'est surprenant, vraiment. Non ? Et il faut en faire l'expérience pour perdre peur. Hein ? Perdre peur, c'est joli comme formule. Et je crois que là, le groupe va fonctionner vraiment comme un effet de contenance de cette violence et de tous ces éléments de la négativité. Je trouve ça assez remarquable et original parce que, a priori, on aurait effectivement pu craindre cet envahissement par le nombre. Hein. Et ce que vous dites, l'expérience montre que c'est le contraire. Et ce qu'on observe aussi, c'est que quand il y a quelqu'un qui risque d'essayer d'attaquer les coordinateurs, les autres patients nous protègent ou nous défendent. Oui. Bien, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de questions dans la salle autour de la pratique que nous a présentée Graziella. Qui c'est qui veut intervenir ? Est-ce qu'il y a un micro qui circule ? Un micro. Oui, devant. Merci beaucoup. Oui, on te remercie vivement, Graziella. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'exemples, parce que je suis à peu près sûre que ceux qui n'y ont pas participé ne peuvent pas se représenter ce que c'est. Je ne t'entends pas très bien, je m'excuse. Il marche ce micro, comme ça, c'est mieux. Faut le mettre dans la bouche. Ouais, comme ça. Il faut le rapprocher, comme ça ? Ouais.
Voilà, donc moi j'ai eu la chance d'y participer, donc, et effectivement avec les mêmes appréhensions que la plupart des gens qui sont ici ou qui opèrent même dans des dispositifs moins nombreux où il y a effectivement beaucoup d'agitation. On reçoit parfois une famille avec 2 enfants, c'est l'enfer. Hein. Alors, ce qui m'a frappé, c'est ce calme. Ce calme. Alors, il est relatif parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements, mais c'est effectivement cette posture probablement psychique des coordonnateurs, des psys, enfin de tous les gens qui sont là, plus l'appareillage social. Quand j'y étais, il y avait des étudiants, il y avait des travailleurs sociaux qui prennent pas forcément la parole, mais il y a tout un tas de gens qui sont là et qui en profitent aussi, qui profitent de ce spectacle, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement émouvant. Enfin, moi, je suis sortie complètement émotionnée avec le témoignage que chacun va faire sur ses souffrances et le fait qu'il y aura une réponse peut-être de quelqu'un ou un avis ou un commentaire ou un autre exemple qui sera donné ce jour-là ou pas. Alors, le jour où j'y étais, il y avait un architecte qui témoignait, un père, avec ses 2 fils qui étaient hospitalisés, qui étaient des grands toxicos et qui allaient sortir de l'hôpital. Ça faisait plusieurs années qu'il venait. Il expliquait comment le fait que lui seul soit venu avait soigné ses 2 fils. C'était un architecte, c'était pas quelqu'un... Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est du côté du miracle. Il y avait aussi quelqu'un qui était manifestement psychotique, qui est venu me saluer, qui avait entendu... Parce qu'on se présente, tu l'as pas dit. Moi, j'ai dû me présenter aussi, parce que j'étais étrangère, ou je sais pas, j'étais nouvelle. Elle est venue me féliciter du fait que j'avais fait autant d'études, etc. Donc j'étais extrêmement émotionnée, touchée. Alors voilà une interaction qui se produirait dans un cadre habituel avec un psy et un psychotique, par exemple, qui serait complètement différente. C'est pour ça que je trouve que c'est très beau cette appellation de citoyenneté. C'est-à-dire c'est des psys, mais c'est des psys citoyens aussi. Alors j'en ai pas épuisé de me représenter ce dispositif, enfin d'arriver à le parler dans les termes qui seraient le mien. Il a quelque chose d'assez magique. Alors, il y a une règle que vous dites que je trouve extraordinaire, mais tu l'as pas dit là. Et je trouve que c'est la règle basique. On écoute quelqu'un qui parle jusqu'au bout, même si c'est ennuyeux. Alors, voilà, je l'ai reprise beaucoup, je les livre, j'en ai fait don à certains des étudiants ou des gens qui viennent me voir. Je trouve qu'elle est vraiment extraordinaire. C'est à la fois une règle de citoyenneté et c'est quelque chose qui contient aussi probablement l'excitation qu'on imaginerait, nous, dans des groupes de 60 à 80. Maintenant, je me sens tout à fait apte à mener des grands groupes comme celui-là. Voilà. Merci encore. Mais je vais te corriger. Nous ne donnons pas de règles. J'ai entendu celle-là, je suis sûre. Ah oui, bon, il se passe beaucoup de choses, mais on ne dit pas ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Ce sont des choses qui arrivent. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que les psys qui participent à ces réunions sommes absolument impliqués de façon personnelle et nous changeons, nous aussi. C'est pour ça que je disais au début que ce sont des groupes qui apportent du bien-être dans la vie de tous ceux qui participent dans ces groupes. Combien de psys vous êtes ? Micro. Combien de psys vous êtes aux séances ? Ce n'est pas fixe. Des fois, nous pouvons être 6, 8, 10. Ça dépend. Bien, il nous reste le temps peut-être de 2 questions pour clore cette matinée en Ici. intervention. Ah, voilà, 2 questions. Ici Oui. et ici. On peut Qui faire un voudrait duo. intervenir ? Oui, alors juste 2 choses. Ça me fait quand même beaucoup penser à Fuchs. Je pense que c'était très inspiré de Fuchs, puisqu'on a ce groupe large. Et moi, j'ai participé dans les colloques de cette expérience, effectivement, de passage du petit groupe au groupe large, et avec le même type d'attitude et le même type de fonctionnement qui est présenté là. Donc, je voulais savoir si le fondateur était en relation avec la théorie de Fuchs. Et ma question, c'est au niveau de l'intervention, parce que je vous ai entendu dire que vous privilégiez, vous recherchez les universels, universaux, voilà, pour intervenir. Nous,
on privilégie, en tout cas moi aussi je privilégie, ce qu'on peut analyser au niveau transsubjectif, c'est-à-dire reprendre au niveau du transsubjectif. Alors, je ne sais pas du tout si quelle position, quelle relation vous faites entre les universaux et le transsubjectif. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait l'accent particulièrement mis sur le transsubjectif. C'est juste que l'un des objectifs, c'est de réussir à ce que les personnes arrivent à dédramatiser ce qui leur arrive. Ça, c'est un objectif très important. En général, ce qui est le plus courant, c'est que nous soyons tous très seuls avec ce qui nous arrive, dans le sens qu'on ne le commande pas. Culturellement, ça, c'est très fréquent. Et alors, le fait de mettre en parole une universalisation, c'est-à-dire de se retrouver dans un universel, ça, déjà, c'est un premier effet thérapeutique très important, qui soulage et qui dédramatise. Ça, c'est le but. Bien. Nous avons entendu Evelyne Grange, Edith Lecourt. Est-ce qu'il y a maintenant une dernière question pour que... Une question devant. Je me demandais s'il n'y a pas une dimension culturelle qui c'est un peu une dimension implicite dans ces dispositifs. Je viens de passer 15 jours en Argentine, en connaissant de collègues argentines. J'ai réfléchi sur cet aspect de l'embrassement, sur cet aspect qui me fait penser un peu aux arts corporels culturels. Et aussi, peut-être, au fait que cette dimension a une importance. C'est-à-dire, par exemple, qui a à faire avec l'embrassement, la distance, mais la signification qu'il peut avoir l'être ensemble. Et par contre, par exemple, le fait que nous pensons que par rapport, et ça a à faire aussi à ce que nous disions, comment gérer les négatifs, nous pensons toujours de les gérer en le pensant, en l'élaborant, en le contenant. Et tandis que il me semble qu'il y a comme quelque chose de culturel qui se propose, qui c'est les gérer dans l'être ensemble. Et la peur d'être dans des groupes si grands, peut-être que c'est aussi dû au fait que l'animé, pour nous, c'est pas la peur de ne pas réussir à faire ça. Alors, je pense que c'est très intéressant, cette dimension interculturelle, peut-être, qui peut, à mon avis, ça m'intéresserait pour réfléchir sur des dimensions implicites de ce dispositif qui pourrait être utile, je pense, d'un conteneur culturel à l'autre. Je ne sais pas si... Moi, je pense que, que pendant tout ce colloque, nous sommes soumis à l'interculturalité. Oui. Bien. Alors, pour conclure, je voudrais remercier tous les intervenants de ce matin pour la qualité de leur intervention et la sympathie avec laquelle ils se sont soumis au cadre, parfois un peu restrictif, que nous leur avons imposé. Voilà.